Voilà. Dans cette petite rencontre, ce que nous allons faire, c'est vous présenter tout simplement notre module de formation en bureautique pour débutants, comme vous pouvez le voir ici. C'est un module que nous considérons comme indispensable dans toute localité, en tout cas où EAE ASBL est active. Pourquoi? Parce que pour nous, euh, à l'époque où nous sommes, il n'est plus possible que nous puissions supporter dans nos États d'avoir des citoyens sans connaissance de base en informatique. Notre monde est fortement informatisé au niveau industriel, au niveau bureau également, de sorte qu'il devient difficile maintenant de survivre dans notre société sans avoir une connaissance de base des outils de la bureautique. Pour soi-même, chez soi à la maison ou sur le lieu de travail, on a besoin de savoir utiliser un certain nombre d'outils de base. Et ici, je vais donc, au cours de cette rencontre-ci, vous présenter les outils de base que je considère que tout citoyen de 2025 devrait savoir utiliser euh, en tant qu'utilisateur, pas en tant qu'informaticien. Donc, c'est pour cela que nous proposons dans l'EAE-ASBL que toute personne puisse apprendre à utiliser au moins deux systèmes d'exploitation, au moins deux systèmes d'exploitation, à savoir Microsoft Windows, parce qu'il est le plus populaire sur nos ordinateurs, à côté des autres systèmes d'exploitation un peu moins répandus. Voilà pourquoi nous proposons ce système d'exploitation-là, Windows. Nous proposons aussi un autre système d'exploitation qui est devenu également très, très populaire, que nous n'avons pas encore intégré dans cette fiche, comme vous pouvez le voir pour l'instant, mais qui est connu pourtant par pratiquement tous les utilisateurs des téléphones euh, intelligents, sans savoir que ce soit un système d'exploitation semblable à Windows. C'est Android. Android, dont tout le monde parle, souvent sans savoir de quoi il s'agit, est en fait euh, un outil, un outil de base pour utiliser son téléphone qui utilise, si vous voulez, qui utilise ces systèmes d'exploitation-là. Il y a d'autres téléphones qui utilisent d'autres systèmes d'exploitation, mais nous n'allons pas nous charger de ça. Pour l'instant, apprenons tout simplement que pour utiliser n'importe quel matériel informatique, vous devez absolument savoir manier son système d'exploitation. C'est quoi le système d'exploitation? C'est tout simplement un ensemble de toute une série d'outils, beaucoup de petits outils comme ça, qui vous permettent d'utiliser le matériel. Ainsi, pour utiliser votre ordinateur, vous avez besoin de savoir utiliser quelques petits outils qui forment ce qu'on appelle le système d'exploitation. Et un des systèmes d'exploitation les plus populaires, c'est Windows. Sur les téléphones, c'est la même chose. Pour utiliser le matériel, le téléphone, vous avez besoin de savoir utiliser toute une série de petits outils qui forment ce qu'on appelle le système d'exploitation du téléphone, en l'occurrence Android pour la plupart de nos téléphones. Il existe d'autres systèmes d'exploitation qui sont utilisés d'ailleurs par de nombreuses personnes, mais qui ne sont pas aussi répandus que Windows et Android. La deuxième famille des outils que tout le monde, pour nous, doit absolument connaître en 2025, c'est la famille des traitements de texte. Du traitement de texte. Eh bien, comme le mot le dit, les traitements de texte sont des outils qui vous permettent de gérer du texte sur vos différents appareils, que ce soit vos ordinateurs,
soit vos téléphones ou que ce soit vos tablettes. Tantôt, je n'ai pas cité les tablettes. À propos, beaucoup de tablettes utilisent le système d'exploitation Android. Donc, les traitements des textes sont une autre famille d'outils qui vous permettent, eux, qui ne font pas partie des systèmes d'exploitation, en principe, quoique tous les systèmes d'exploitation comportent parmi les outils, les nombreux outils qui les forment, qui les constituent, comportent aussi des traitements de textes minimaux. Hein. Mais il existe des traitements de textes, on va dire professionnels, qui vous permettent de confectionner les textes plus élaborés. Les textes plus élaborés, ça veut dire des textes qui peuvent contenir non seulement du texte, mais également des images, et des médias tels que du son ou de la vidéo, par exemple. Ce sont les traitements de texte. Alors là aussi, euh, nous allons vous dire que dans notre formation, nous prévoyons que les apprenants puissent apprendre à utiliser au moins 3 voire même 4, 5 traitements de textes différents. Très rapidement, apprendre à utiliser basiquement ces traitements de textes-là. Pourquoi plusieurs comme ça? Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Mais enfin, les traitements de texte, disons, le traitement de texte le plus connu, c'est celui de Microsoft Word, mais il existe encore d'autres traitements de texte qui ont presque des capacités comparables. C'est Writer. Writer et les writers, il y en a de plusieurs familles, même enfin, ils se ressemblent de toutes les façons, les traitements du texte. Il est important que le citoyen de 2025, quel que soit son pays, sache utiliser au moins 2, 3, 4, voire même 5 traitements de texte. Aïe, on ne s'en rend pas compte. Les tableurs. Les tableurs sont une autre famille d'outils que le citoyen de 2025 doit absolument savoir utiliser. Pourquoi? Parce que les tableurs sont des outils qui nous permettent de gérer toutes les données organisées en tableau. Les données organisées en tableau, il y en a de plusieurs natures. Hein. C'est par exemple les listes des contacts. Les listes de contacts sont organisées, ce sont des données organisées en ligne et en colonne, c'est ce que j'appelle tableau. Vous avez en ligne les informations concernant un contact et en colonne, vous avez le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone, son adresse postale, son adresse email et toutes les autres informations dont vous pourriez avoir besoin, par exemple son sexe, son titre, sa qualification, la société dans laquelle il travaille, le poste qu'il occupe, etc. Donc, quand vous avez des données comme ça sur vos contacts, eh bien, vous les organisez en tableaux et ces tableaux-là sont gérés par des traitements de texte. Je peux donner, non, ici, je ne vais pas, disons, donner un exemple directement comme ça pour une raison, tout simplement, pour la raison que nous ne sommes pas encore dans la matière elle-même. Mais j'explique ici l'idée. Quand vous gérez vos contacts, vous avez besoin d'avoir des données organisées en ligne, des informations sur les personnes. Et en colonne, vous avez les différents attributs de ces personnes-là, les différentes propriétés de ces personnes. Et pour ça, le meilleur outil pour gérer ces genres de données organisées en tableau, ce sont des tableurs. On peut gérer des données organisées en tableau dans les traitements de texte aussi, mais le maniement de ces tableaux-là est plus lourd dans les traitements de texte que dans les tableurs. Dans les tableurs, c'est l'outil vraiment approprié pour gérer les données organisées. Et puis, l'autre famille d'outils que nous devons apprendre à utiliser en 2025, absolument tous les citoyens, pour moi sans exception, tous les citoyens qui
ont déjà été à l'école, qui ont déjà fini l'école primaire, doivent savoir utiliser les outils dont je vous parle ici. Doivent absolument savoir, sinon on met le pays en péril. Alors, ce sont les messageries électroniques. Les messageries électroniques, encore une fois, comme le terme l'indique ici, ce sont des outils qui permettent aux gens de s'envoyer des messages euh, électroniquement, mais dans une formule qui ressemble à l'échange des messages par poste. Ah, qu'est-ce que ça veut dire qui ressemble à... Ici, vous envoyez des données disons électroniquement, vous confectionnez un texte, vous l'envoyez à un destinataire en utilisant l'Internet, le réseau Internet. Ce message va arriver dans la boîte non pas postale, mais dans la boîte électronique de la personne. Et là, ce message restera dans cette boîte jusqu'à ce que le propriétaire de la boîte le consulte. C'est-à-dire, lui qui est aussi connecté à l'Internet devra visiter, si vous voulez, sa boîte pour ouvrir le message que vous avez déposé dans sa boîte. Donc, on fonctionne sur un modèle un peu de boîte aux lettres. Quelqu'un vous envoie un message, le message arrive à votre boîte aux lettres, c'est vous qui devez aller chercher votre message dans la boîte aux lettres pour le lire. Alors, dans la messagerie électronique, c'est la même chose. Vous envoyez un message électroniquement à quelqu'un. Électroniquement, ça veut dire en utilisant les réseaux Internet pour que ce message arrive dans la boîte aux lettres de la personne destinataire. Et le destinataire a le devoir d'aller rechercher son message dans sa boîte pour pouvoir le lire. Tant qu'il ne recherche pas son message, le message restera dans la boîte jusqu'au jour où il lui conviendra de chercher le message pour le lire. C'est donc, on fonctionne ici, on s'envoie des messages sur un modèle, dans un système qui ressemble un peu au système postal, à la différence qu'on n'utilise plus de papier, mais qu'on utilise des fichiers, des documents électroniques qu'on s'envoie les uns les autres. Ce sont les messageries électroniques. Et les messageries électroniques, on verra qu'il y en a de deux types. Il y a des messageries électroniques conventionnelles. Là, le message vous arrive, arrive dans votre boîte. Je vous ai dit que votre boîte est quelque part sur Internet. Ça ne vous intéresse pas de savoir exactement où ça se trouve. Mais vous utilisez un outil dans la messagerie conventionnelle, vous utilisez un outil qui se trouve sur votre ordinateur ou sur votre téléphone pour aller prendre le message de votre boîte et lire votre message et éventuellement répondre à l'expéditeur directement à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone. Ça, c'est la messagerie conventionnelle. Mais il existe une autre forme de messagerie électronique qui est de la messagerie électronique en ligne. Là, l'outil que vous utilisez pour aller rechercher votre message, répondre à votre message, transférer votre message à quelqu'un d'autre, etc., ne se trouve ni sur votre ordinateur, ni sur votre téléphone, mais il se trouve sur une machine de l'Internet. Sur une machine de l'Internet. Et vous utilisez donc, vous devez pouvoir vous connecter, vous brancher sur cette machine qui est sur Internet pour pouvoir lire vos messages à partir de cette machine qui est là sur l'Internet. Vous voyez les résultats sur votre écran à vous. Vous saisissez les données à partir de votre clavier à vous. Mais en réalité, l'outil, lui, n'est pas vraiment sur votre machine à vous, et plutôt sur une machine de l'Internet. Et là, c'est la messagerie électronique en ligne. Ça s'appelle la messagerie électronique en ligne. C'est-à-dire, aussitôt que vous avez fini de lire votre message, ou que vous avez fini d'envoyer votre message, ou que vous l'avez consulté et transféré à quelqu'un d'autre, vous fermez l'outil, l'outil se ferme sur la machine qui est sur Internet, et puis voilà, vous continuez votre route comme vous voulez. En fait, sur votre machine,
votre ordinateur ou votre téléphone, il n'existe pas un outil approprié pour lire les messages ou payer des messages ou en transférer. Donc, les messageries électroniques peuvent être de deux types. De type conventionnel, l'outil se trouve sur votre appareil à vous et vous permet d'aller chercher vos messages, de confectionner des messages, de transférer des messages, etc. Cet outil est sur votre machine et chaque fois que vous promenez avec votre machine, vous promenez avec votre outil, en fait. Mais, attention, je n'ai pas dit que vous promenez avec votre boîte. Votre boîte se trouve théoriquement sur Internet. Nous verrons qu'il y a moyen, avec ces outils-là, de faire en sorte qu'il y ait constamment une synchronisation d'une autre boîte se trouvant sur votre machine locale et la boîte qui se trouve sur Internet. Cette synchronisation voulant dire qu'à chaque fois que vous êtes connecté, eh bien, votre outil recherche automatiquement fait automatiquement les copies des messages qui sont sur Internet sur votre machine locale. De sorte que, même si vous n'aviez pas de connexion Internet, vous soyez encore en mesure de lire vos messages. Remarquez qu'avec la messagerie en ligne, comme l'outil qu'on utilise est sur Internet, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne savez rien faire. Vous ne savez rien faire. L'autre famille des logiciels que doit connaître notre citoyen d'aujourd'hui, ce sont les messageries instantanées. Il ne faut pas confondre messagerie électronique et messagerie instantanée. Les deux sont des messageries, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de s'échanger des messages électroniques, mais seulement avec les messageries instantanées, on est dans le modèle téléphonique. On dit qu'on communique avec son contact ou avec son correspondant sur le modèle téléphonique. Ah, qu'est-ce que ça veut dire encore sur le modèle postal, c'était tout à l'heure, et ici sur le modèle téléphonique. Sur les modèles téléphoniques, ce n'est pas chinois, ce n'est pas compliqué. Ça veut tout simplement dire que comme sur le téléphone, vous ne pouvez communiquer avec quelqu'un que si la personne est disponible à l'instant où vous voulez communiquer avec lui. Remarquez qu'avec les messageries fonctionnant sur le modèle postal, la personne n'est pas obligée d'être là au moment où vous lui envoyez le message, puisque le message, vous l'envoyez dans sa boîte. Avec une messagerie instantanée, la personne doit être connectée lui-même à l'Internet. Vous et la personne, vous devez être connectés à l'Internet. Maintenant, les messageries, qui sont donc des outils instantanés, vont vous permettre de lancer une communication vocale, échange de messages vocaux ou des messages textuels en temps réel. En temps réel. Vous lui parlez, il vous répond immédiatement sur le coup, vous pouvez lui répondre, etc. Ou bien, vous lui écrivez, il vous lit et il sait vous répondre immédiatement. C'est ce qu'on appelle les chats. Alors que quand on communique par voix, on parle de la téléphonie sur Internet ou la téléphonie sur IP, sur le protocole Internet. On ne parlera pas ici de ce que ça signifie, tout ça que le protocole, etc. Mais retenez seulement que dans la messagerie instantanée, on fonctionne sur le modèle téléphonique. La personne va être, quand vous communiquez, ne confondez pas à propos la communication par voix, par messagerie instantanée avec la communication téléphonique. Le réseau téléphonique est un autre réseau. C'est un autre réseau. Des machines qui sont connectées entre eux et qui permettent aux gens de s'échanger des informations par voie vocale. Ça, c'est un réseau qui existe avant même l'Internet, qui permet comme ça de s'échanger des données directement en temps réel par voie vocale. La messagerie instantanée par voix est une manière aussi de téléphoner. De téléphoner, c'est-à-dire d'échanger avec quelqu'un par voie vocale, mais seulement la voix n'est pas transportée par les réseaux téléphoniques ordinaires, il est transporté par les réseaux Internet. Et les réseaux Internet, c'est un autre réseau qui a un autre mode de fonctionnement, un autre
notre mode de transport, etc. Et ses propres règles de fonctionnement. Donc, il ne faut pas confondre la téléphonie par Internet avec la téléphonie ordinaire. La téléphonie, comme les gens disent, avec les téléphones sans Android, vous ne pouvez pas utiliser la téléphonie. Pardon. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, avec le téléphone sans Wi-Fi, vous ne savez pas utiliser quoi, c'est la téléphonie instantanée euh, par Internet. Donc, la messagerie instantanée par Internet. Donc, la messagerie instantanée ici, c'est d'office par Internet. Hein. Ce n'est pas à confondre avec la messagerie par téléphone. Alors que par Internet, remarquez que vous pouvez communiquer par voix, vous pouvez communiquer par vidéo, vous pouvez également communiquer par texte. Donc, les trois modes sont possibles. Avec un téléphone ordinaire, vous ne pouvez communiquer que par voix. Éventuellement par texte, oui, les SMS, les SMS par texte. Mais vous ne savez pas communiquer euh, quoi c'est, par vidéo. Il vous faudrait absolument avoir, quoique théoriquement, oui, on pourrait le faire aussi à ce propos, hein, tout en restant sur le réseau téléphonique, mais ça serait un peu plus compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'en vaut pas la peine pour passer par les réseaux Internet parce que tous les outils sont déjà en place pour permettre de transporter votre voix, pour permettre de transporter votre texte et pour permettre de transporter, de transporter votre vidéo, c'est-à-dire votre image animée. Voilà, bien. L'autre catégorie d'outils que doivent apprendre nos concitoyens aujourd'hui, ce sont les gestionnaires d'information des bureaux. Les gestionnaires d'information des bureaux. Là, on commence déjà à monter un peu en hauteur. Je dirais qu'ici, bon, le citoyen ordinaire qui ne travaille pas nécessairement dans un bureau, n'est pas fonctionnaire, etc., peut encore s'en passer, je pense quand même que ne pas savoir utiliser un gestionnaire d'information de bureau est un gros handicap. Pourquoi? Parce que les gestionnaires d'information de bureau ont l'avantage de vous offrir en un seul paquet, hein, dans un seul paquet, des outils qui vous permettent à la fois euh, de communiquer par la voix, par le texte, par vidéo, parfois, de pouvoir gérer vos carnets d'adresses, hein, vos carnets d'adresses postales comme d'adresses email, tout cela, de gérer même vos notes, les prises des notes, vous êtes en chemin, vous avez quelque chose que vous voulez retenir absolument, vous mettez une petite note que vous allez consulter le soir lorsque vous serez chez vous. Et tout ça, tous les outils qui permettent de gérer ces informations euh, euh, basiques, basiques dans un bureau, ce sont des informations vraiment basiques, eh bien, ces outils-là qui intègrent ces petits autres outils, eh bien, sont des outils qu'on appelle les gestionnaires d'information des bureaux parce qu'ils vous permettent de gérer vos contacts, vos rendez-vous, vos carnets d'adresses, hein, vos carnets d'adresses au sens plein du terme, vos notes, et très souvent, ces outils vous permettent aussi d'organiser vos conférences, c'est-à-dire de rencontres avec plusieurs personnes à la fois, par la communication de personne à personne, mais la communication entre plusieurs personnes à la fois, et d'organiser éventuellement un travail de groupe. Nous verrons qu'il y a d'autres outils dédiés vraiment pour ça. Ce sont les gestionnaires d'information des bureaux. Retenez que les gestionnaires d'information des bureaux intègrent plusieurs petits outils qui vont nous permettre de gérer quoi?
nos communications textuelles par voix, par vidéo, nos contacts postaux ou électroniques, nos rendez-vous, hein, nos différents rendez-vous, nos notes, nos prises de notes pour être gérées, et certains d'entre eux nous permettent aussi d'organiser des travaux collectifs en temps réel, travailler euh, sur quoi c'est un document ensemble. Certains d'entre eux ont cette capacité-là, pas tous. Ce ne sont pas tous les outils qui sont à la référence, la fois, mais quand même les cinq que je vous ai cités là, dans tous les gestionnaires d'information de bureaux modernes, vous trouvez presque des outils, vous trouvez plus que même ces outils que je vous ai cités là, puisque je ne vous ai pas dit, par exemple, que les nouveaux gestionnaires d'information de bureaux vous permettent de gérer les autres outils que vous avez sur votre machine. Par exemple, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas à l'époque, mais qui maintenant est intégré dans les gestionnaires d'information de bureau. Un outil qui permet de gérer les autres outils, c'est-à-dire les autres applications de votre système ou de votre machine que vous avez devant vous, que cette machine soit votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Bien. L'autre famille, la famille suivante d'outils que nous devons apprendre à utiliser pour être vraiment des hommes de l'an 2025, ce sont les présentations assistées par ordinateur. Les présentations assistées par ordinateur. Les outils qui vous permettent d'enregistrer ce que vous voulez transmettre aux autres, hein, que vous voulez transmettre aux autres électroniquement pour leur permettre après de suivre votre exposé, eh bien, ou bien qui vous permettent à vous d'organiser un exposé que vous organisez, un exposé que vous avez quoi, c'est en présentiel avec vos amis, eh bien, ce sont des présentations assistées par ordinateur. Ici, je suis en train d'enregistrer, hein, je suis en train d'enregistrer, si vous voulez, une présentation d'une partie introductive du cours de bureautique pour débutants en utilisant un outil qui ressemblerait un peu à la présentation assistée par ordinateur, parce qu'après, vous pourrez voir cette vidéo et vous pourrez suivre ce que je suis en train de dire. Dans les présentations assistées par ordinateur, on peut faire ce genre de travail. Tous les outils sont en place pour vous permettre d'enregistrer votre cours, votre exposé à l'avance et ainsi vous permettre, par exemple, d'avoir quoi, c'est un timing toujours respecté et sans question de débordement, etc., comme cela arrive souvent dans les réunions où l'on n'utilise pas des outils comme on appelle, tels que les présentations assistées par ordinateur. Ce sont des outils très utiles pour nous rendre méthodiques et efficaces dans l'organisation des réunions. La série suivante est une série d'outils peu connus de la plupart ou peu connus de la plupart d'utilisateurs d'ordinateurs. Pourquoi? Parce que, non pas parce que ces outils ne seraient pas utiles, loin de là, c'est beaucoup plus parce que ces outils sont ardus à apprendre. Bon, moi, en tant que ayant été professeur d'informatique, formateur d'informatique, etc., je me permets de mettre cette liste-là ici dans ce programme. Pourquoi? Parce que je pense quand même que beaucoup de nos concitoyens auraient avantage à apprendre à utiliser les gestionnaires de bases de données relationnelles. Alors, les gestionnaires des bases de données relationnelles ne sont pas très loin des tableurs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces outils qui permettent de gérer les données organisées en tableau, etc. Ce n'est pas très loin, mais ils sont quand même loin parce qu'ils sont ils demandent des connaissances de base, des connaissances théoriques en mathématiques assez poussées pour bien comprendre leur utilisation et pour être à même de les exploiter avec fouille. Le problème, c'est ça.
c'est que les gestionnaires de bases de données relationnelles, tels que Access ou Base, Access chez Microsoft, Base c'est dans le monde du libre, eh bien, ces outils-là sont un peu ardus à apprendre. Alors, cela fait que la plupart d'apprenants ne s'investissent pas là-dedans. Et pourtant, toutes les associations gagneraient à gérer leurs données dans les gestionnaires des bases de données relationnelles. Pourquoi? Parce que, au-delà des tableurs qui ne font que gérer des tableaux qui maintenant les mettent aussi en relation, les gestionnaires de bases de données relationnelles ont la capacité, la puissance de gérer plusieurs tableaux liés entre eux liés entre eux. C'est-à-dire, par exemple, une ASBL a des contacts, a des clients, a des membres, a éventuellement des produits, des services, etc. Surtout ces différentes biens de l'association, si vous voulez, tous ces biens peuvent être gérés dans des tableaux. Et ces tableaux sont liés les uns aux autres parce que, par exemple, les formateurs sont liés aux formations et les formations sont liées aux matières, les matières sont liées à des livres, les livres sont liés à des éditeurs, les éditeurs sont liés à des pays, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que chacune des entités que j'ai, chacune des familles d'entités que j'ai citées ici, peuvent être gérées dans des tableaux, mais ces tableaux sont liés entre eux. Et ce sont les gestionnaires de bases de données relationnelles qui permettent de gérer tout cet ensemble-là. Voilà que ça devient un outil beaucoup plus costaud et donc un peu plus difficile, il est vrai, à maîtriser. Hein, et c'est pour ça que beaucoup d'utilisateurs ne se donnent pas la peine d'apprendre à les utiliser parce qu'ils sont un peu difficiles quand même d'apprentissage, il faut le dire. Bon, l'autre série que j'ai retenue ici, ce sont des outils de communication sur Internet. Je vous en ai parlé déjà. Alors, il y a les outils de communication par voix. Là, quand vous voyez VoIP, c'est Voice over Internet Protocol. Ça veut dire tout simplement la voix transportée par Internet. La voix transportée par Internet ou encore les vidéos over Internet Protocol, qui veut dire la vidéo transportée par Internet. Alors, tous les outils qui vous permettent de communiquer avec vos amis par voix via le réseau Internet ou par vidéo via les réseaux Internet, ce sont les outils que nous appelons des outils de communication sur Internet. Ce sont les VoIP. Hein. Ça peut être des Voice over Internet Protocol lorsque ces outils n'utilisent que la voix, ou ça peut être des vidéos over Internet Protocol lorsque ces outils vous permettent d'utiliser la vidéo. Mais si vous utilisez la vidéo, c'est que vous utilisez la voix est là et l'image animée. L'autre VoIP, il y a deux types de VoIP. Hein. Il y a les VoIP en français, malheureusement. On ne sait pas le dire. La voix sur IP. En français, il faut dire la voix sur IP et la vidéo sur IP. La voix sur IP, c'est plus simple. La vidéo sur IP, c'est un peu plus complexe parce que, bon, au-delà de la voix, à la voix, il faut ajouter une image animée des personnes qui sont en train de communiquer. Voilà. C'est par exemple WhatsApp, hein, pour ceux qui voudraient savoir, ou encore l'ancien Skype que nous allons perdre bientôt, hein, ben, fin de ce mois ou quelque chose de ce goût-là, pour passer à Teams. Ben, voilà. C'est par exemple Zoom. Hein. Bon. Passons à l'autre famille. Ça reste très théorique tout ça, mais ne vous en faites pas pour savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ça s'utilise. Il faut venir à la fois. Alors, les autres outils, mais je suis en train de donner quand même des références qui vous permettent de vous accrocher à quelque chose en vous disant que WhatsApp, ça vous permet de communiquer par voix et par vidéo. Donc, c'est de la vidéo over Internet Protocol. Mais il y en a d'autres qui ne vous permettent de communiquer pas que par la voix et pas plus
c'est par exemple Messenger. Voilà. Ah tiens, Messenger, est-ce que vous savez encore avoir l'image? Ben, bon, il faut aussi passer à... oui, ça dépend de quel Messenger vous utilisez. Bon, venons aux plateformes de collaboration en ligne. Les plateformes de collaboration en ligne sont des outils nettement plus compliqués. Primo, ce sont des outils qui vous permettent de travailler sur Internet, d'avoir un bureau à plusieurs, avoir un bureau sur Internet et dans ces bureaux, travailler ensemble comme si vous étiez dans des bureaux physiques. Retenez tout simplement que ça. Vous pouvez travailler sur des documents, vous pouvez vous appeler les uns les autres, vous pouvez chatter les uns les autres au sein du bureau. Vous pouvez quoi? Euh, vous pouvez programmer vos rendez-vous hein, sur plusieurs années à l'avance. Vous pouvez déposer vos documents, ranger vos documents dans une même armoire de manière à ce que chacun vienne retirer le bon document au moment où il en a besoin, etc., etc. Ce sont des plateformes de collaboration ou non pas dans un bureau physique, mais en ligne. EASBN travaille en ligne depuis sa création. Nous n'avons jamais vu de bureau physique. Nos bureaux ont toujours été sur Internet. Donc, nous utilisons des plateformes de collaboration en ligne telles que Zoom Workplace, pardon, euh, telles que Google Workplace, telles que Microsoft Teams. Maintenant, nous avions commencé nous autres avec Skype Professional ou bien Skype professionnel. Et puis, il y a un très bel outil que nous avons utilisé, que nous vous conseillons, c'est Trello. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres si vous allez sur Internet, vous les cherchez. Quelles sont les plateformes de collaboration en ligne en vogue? Vous allez trouver une longue liste et dans cette liste, vous pouvez même demander qu'on les classe par ordre de quoi c'est, comment est-ce qu'on va dire, par ordre de notoriété. Ben, vous allez avoir une liste. Je ne suis pas là pour faire la pub de qui que ce soit. Euh, mais il y a beaucoup d'outils. J'ai retenu quelques outils que à nos apprenants, normalement, nous montrons plus ou moins. Tout est non parce que le délai imparti au module de formation limite quand même le temps qu'on doit passer à chacune des sections. Et donc, il faut s'attendre à apprendre au moins deux, à utiliser deux de plateformes et puis apprendre par soi-même de votre part. Généralement, lorsque vous avez appris à utiliser un outil de ces familles que je vous ai citées ici, lorsque vous avez appris à utiliser un outil d'une des familles, vous savez très vite vous-même apprendre comment utiliser les autres outils de cette famille-là. Pourquoi? Parce que les outils, vous allez y trouver ce qu'on appelle hein, des fonctionnalités comparables. Et donc, ça rend facile l'apprentissage, au fait, de la suite. Ce qu'il faut, c'est venir avec nous pour apprendre une fois ensemble. Ça fait quand même plus convivial, d'ailleurs, d'apprendre ensemble. Et après, aller apprendre davantage par soi-même. Dernière série des outils que nous apprenons au cours de nos formations, ce sont des outils de stockage des données en ligne. De plus en plus, il devient risqué de se contenter de garder ces données sur son ordinateur personnel parce que cet ordinateur personnel peut cracher et parce que pour certaines personnes, pour certaines sociétés, etc., il devient crucial de ne pas garder des données uniquement dans le bureau que l'on occupe, puisque tout peut arriver dans un bureau. Il faut stocker ces données en ligne. En ligne, on peut les stocker en plusieurs exemplaires, de telle manière que lorsque il y a, par la suite d'une volonté malveillante ou par la suite d'une catastrophe naturelle, destruction des données d'un des sites, eh ben, les données se trouvant en copie sur les autres sites restent utilisables, permettent de reconstituer son patrimoine sans beaucoup de tracas. Voilà pourquoi il est important que les citoyens de notre époque sachent sauvegarder leurs données en ligne.
Alors, nous proposons là un certain nombre d'outils très populaires, connus, OneDrive, Dropbox, Google Drive. Il y en a d'autres. Si vous allez sur Google ou sur Bing, vous pouvez demander quels sont les outils utilisés pour stocker les données en ligne, ou on dit aussi dans le nuage, hein, dans le nuage. Voilà, vous allez, euh, vous allez trouver ceci certainement dans la liste, et vous trouverez encore d'autres outils, sans doute que moi-même je ne connais pas non plus. Voilà donc parcouru, si vous voulez, la liste des outils que nous apprenons à nos amis dans cette formation-ci. Et c'est par là que je vais arrêter cet exposé.